Mais d'abord, la première étape d'une séquence internationale pour Emmanuel Macron. Bruxelles, avec cette question, le président français est-il affaibli par le résultat des législatives? Mathias Araez. C'est un Emmanuel Macron fragilisé au niveau national qui est arrivé ce jeudi au sommet européen. Le président français, adepte du dépassement politique tant apprécié à Bruxelles, mais sans capacité de gouverner son pays, pourrait être au cœur des discussions de couloir. Il n'est pas effectivement dans une position favorable lorsqu'un président, un chef d'État ou un chef de gouvernement se rend à une réunion internationale dont on sait qu'il n'est plus soutenu par sa majorité politique. Donc c'est de nature en effet à l'affaiblir. Contrairement à la plupart de ses homologues, Emmanuel Macron a poliment fui les micros. Lors de son allocution mercredi, il avait appelé les oppositions à clarifier leur posture avant son retour prévu vendredi. Une demande perçue comme un ultimatum. Il n'y a ni ultimatum, ni question de 48 heures. J'ai réécouté avec beaucoup de précision les propos du président de la République qui a parlé, ces mots sont précis, à son retour du Conseil européen, dont on parlera peut-être. C'est 48 heures demain. À son retour du Conseil européen, effectivement dans 48 heures demain soir, nous commencerons à bâtir, c'est-à-dire que c'est tout sauf un ultimatum. Un ultimatum, c'est la fin. Là, il ouvre le début. En Belgique, le chef de l'État entame une séquence diplomatique qui le tiendra éloigné de la France jusqu'à la fin du mois. Il se rendra dimanche en Allemagne pour le G7, puis à Madrid, au sommet de l'OTAN. Cette séquence internationale du président, mais beaucoup d'autres thèmes d'actualité, évidemment, d'actualité politique à aborder avec mes invités. Tout de suite, Alexia Germont, bonsoir, bienvenue. Vous êtes avocate et présidente du Cercle de réflexion France Audacieuse. Sarah Belouezane, bonjour. Vous êtes journaliste politique au Monde en charge du suivi de la droite. Jean-Louis Missika, bonjour, bienvenue. Bonjour. Responsable éditorial du Cercle de réflexion Terra Nova, auteur avec Henri Verdier de ce livre « Le business de la haine, Internet, la démocratie et les réseaux sociaux », publié aux éditions Kalman Levy. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, bonsoir. Bienvenue Laetitia, à mes côtés comme chaque jeudi et chaque mardi. Question toute simple pour démarrer dans le prolongement de notre sujet d'ouverture, Alexia Germont. Est-ce que le président est affaibli sur la scène internationale au sortir d'une défaite ou d'une semi-défaite électorale, appelons ça comme on veut? Je crois que c'est normal qu'on pose la question. En revanche, pour une fois, je n'ai pas la même grille de lecture que ce que disait Patrick Martin-Genier, où souvent on a les mêmes approches. Mais je pense que c'est plus une question franco-française qui se pose. Mais si on a un prisme plus européen, finalement, il va y avoir, et d'ailleurs c'était dit dans votre reportage, c'est dans les couloirs. Mais qu'est-ce que ça change en réalité, réellement, sur les pouvoirs, sur ce sur quoi on peut influer? Je suis plus dubitative. Pourquoi ? Parce que sur le régalien, ça va pas changer grand-chose, sachant qu'au niveau européen, on a l'habitude des notions de compromis et que c'est plutôt quelque chose qui est mis en avant, sur lequel il faut travailler, où pour le coup, la France n'était pas très en avance de phase parce qu'on a du mal avec cette notion-là. Et au niveau européen, compromis n'est pas égal à compromission. C'est plutôt un signe de maturité politique. Et d'ailleurs, bien d'autres chefs de gouvernement ne sont pas à la tête de majorité oui, mais pour l'instant, la majorité absolue, il ne l'a pas trouvée non plus. Ah non, mais bien sûr. Macron, attendez, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un succès. Mais par rapport à la séquence de l'affaiblissement international du président, je serais plus mesurée parce que je pense que c'est normal qu'on se pose la question du point de vue de notre prisme français, mais que du point de vue européen, c'est pas ça qui est en tête des priorités. Sur le régalien, c'est toujours le président qui a un certain nombre de pouvoirs. Ça changera en revanche certainement dans la mise en œuvre, et je finis par là, mais dans la mise en œuvre, si vous êtes dans une logique de transposition d'un certain nombre de directives européennes, par exemple, déjà c'est très long, mais là, oui, évidemment, s'il n'a pas la majorité pour être capable de transposer, ça peut avoir un impact par rapport à l'Union européenne. Je vais reprendre une expression qui nous vient des États-Unis. Quand le président réélu perd les élections de mi-mandat, on parle de lame duck, le canard boiteux. Est-ce que Emmanuel Macron est un peu un canard boiteux depuis quelques jours ? La réponse tiendra en fait dans les groupes d'opposition. En fait, c'est intéressant ce que vous disiez sur le côté. On a l'habitude en Europe, on a l'habitude des compromissions. La question, c'est est-ce qu'en France, enfin des compromis et pas des compromissions, bien sûr, bien sûr. Oui. La question, c'est est-ce qu'en France, on sait faire ça ? On a un régime présidentiel, voilà.
depuis des dizaines d'années. Et là, on est supposé avoir un système où les groupes d'opposition vont devoir discuter avec le gouvernement, se mettre d'accord, voter des textes. En fait, on est incapable de prédire comment ça va se passer. Parce que là, on a bien vu, par exemple, sur la droite en particulier, ils disent pas de coalition, mais on votera au cas par cas. On fera nos propres propositions. Pareil, NUP, c'est la France Insoumise, ils disent on fera nos propres propositions. Donc en fait, c'est un saut dans l'inconnu. Enfin, aucun d'entre nous ne sait, je pense, prédire là tout de suite ce qui va se passer. Et alors, Jean-Louis Misica, vous avez publié pour Terra Nova une note. Le titre, c'est Adieu Jupiter. Oui. Ça, c'est quand même ce que... Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron l'a totalement intégré, le Adieu Jupiter, mais vous pensez que c'est la leçon du scrutin? Ah ben oui, je pense que c'est la leçon du scrutin dans le sens où il avait promis une mandature très différente de la précédente, avec beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'horizontalité par rapport à la fameuse verticalité du pouvoir qu'on lui a reproché lors de... Et les Français l'ont pris au mot et lui ont dit chiche. Et donc ils lui ont dit le plus simple pour être sûr que tu ne seras plus Jupiter, c'est qu'on ne va pas te donner une majorité absolue au Parlement. Voilà. Et donc, c'est ça le résultat de cette élection. Je voudrais juste aller dans le sens de ce qui a été dit. En France, on dit qu'il a perdu les élections. Partout ailleurs en Europe, on dirait qu'il a gagné les élections. C'est un des aspects les plus étranges de la situation, justement, que nous vivons. Parce qu'il a quoi, plus de 40% des députés. Plus de 40% des députés. Et ailleurs en Europe, ce serait un très beau score. Scholz a 28% des députés SPD au Parlement allemand. Et Sanchez a 34% de députés PSOE au Parlement espagnol. Ouais. Donc vous voyez bien que d'un certain point de vue, on peut dire que la situation d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne est un petit peu plus confortable que celle de Scholz. Mais je vais tout à fait dans votre sens. Eux, ils ont l'habitude de discuter. Oui, enfin, regardez, 4 élections anticipées en 4 ans en Espagne. Parce que ni le PP ni le PSOE ne voulaient dealer avec les indépendantistes basques et les indépendantistes catalans. 4 fois, ils ont obligé les Espagnols à aller aux urnes. Jusqu'à ce que, de guerre lasse, ils acceptent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ignore, mais qui est quand même très intéressant, le parti indépendantiste basque issu de ETA, donc le mouvement terroriste, soutient la coalition. Baïdou soutient la coalition de M. Sanchez. Donc, vous voyez bien, c'est tout le sujet, c'est ça. Est-ce que cette culture du dialogue, du compromis... Et je voudrais aussi rappeler un tout petit détail, parce qu'on parle de 48 heures, d'une semaine, etc. 2 mois de discussion. Oui. Pour la coalition allemande. Mais oui, une coalition, ça se fait pas en une semaine, ni en une journée. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est radicalement différent par rapport à ce qu'on connaît. Ouais, sur la forme, si on parle de communication politique, Laetitia, comment vous analysez ces 8 minutes de discours? Je rappelle le 15 500 000 téléspectateurs devant leur télévision. Alors, je ne vais pas être d'accord avec Jean-Louis Misica. Moi, je trouve que cette prise de parole a été tardive, très tardive. Je l'attendais tout de suite, moi, dimanche soir. Je sais bien qu'il y avait Elisabeth Borne qui devait s'exprimer, mais on a entendu dans la bouche d'Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, et ça a été un fiasco. Donc honnêtement, j'ai trouvé ça très tardif et complètement conforme à la communication d'Emmanuel Macron depuis son entrée en campagne dans la présidentielle, et donc décalé. Décalé, pourquoi ? Parce qu'il finit sur cette idée de France unie, et donc c'est toujours son inspiration mitterrandienne, 88. Il est toujours collé à ce modèle, parce qu'il nous dit, il dit aux Français, nous avons vécu des crises, et donc ce slogan, la France unie, c'est ce qu'il avait commencé à impulser pendant la crise du Covid. Et là, il finit là-dessus, et il me semble qu'il est décalé par rapport à la réalité de ce que l'on vit aujourd'hui. Et nous ne sommes pas en désaccord. Je partage. Je pense que Emmanuel. Il n'a pas montré d'inflexion, en fait, par rapport aux habitudes. Le problème, c'est qu'il était un peu à côté de la plaque. Ah oui. Il était un peu à côté de la plaque. Il n'a pas trouvé le ton juste, ni la bonne attitude. Notamment, il aurait pu s'appuyer sur l'idée que, par définition, une coalition, ça prend énormément de temps. Il aurait pu acheter du temps au cours de cette intervention. Alors que là, ses équipes sont obligées de démentir le fait qu'il ait posé un ultimatum de 48 heures. Et vous voyez bien que la question fondamentale, c'est celle-là. Il faut laisser du temps au temps. Alors pour le coup, ce serait très mitterrandien. Il dit quand même, à mon retour, j'attendrai les propositions de l'opposition. Enfin, c'est très clair, l'ultimatum qu'il donne. Oui, mais ça, c'est pas possible. C'est pas à l'opposition. À bâtir. C'est pas à l'opposition de faire des propositions. Non, bien sûr.
On démarrera, enfin oui, alors c'est ce que disait Olivia Grégoire. Mais objectivement, quand on réécoute, c'est ce que le président dit. Juste pour rebondir, je trouve que c'est très intéressant parce que sur la partie jupitérienne, juste un mot, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se joue, c'est qu'en fait, on avait le pouvoir de l'exécutif et aujourd'hui, on voit la bascule vers à nouveau un pouvoir du législatif. Bon, c'est ça qui se joue en réalité. C'est une bascule au fur et à mesure où jusqu'à présent, dans la première mandature, vous aviez vraiment un exécutif extrêmement fort. Et là, vous allez avoir... Mais d'ailleurs, on le regrettait, pardon de vous interrompre, on le regrettait souvent en disant qu'on avait des députés godillots, pour prendre une vieille expression, ou Playmobil pour en prendre une plus jeune. Donc aujourd'hui, on peut se dire, c'est bien, ça se rééquilibre. Oui, alors ça se rééquilibre avec évidemment la capacité du compromis, on en a parlé, mais également maintenant, c'est au pied du mur. C'est-à-dire qu'on va voir tous ces députés nouvellement élus. Il faut qu'ils soient aussi en mesure d'être responsables pour être à la hauteur de la confiance qui leur a été confiée. Et on a vu au début toutes les questions qu'il y avait autour de ces nouveaux députés LaREM qui changeaient de vie et qui devenaient députés. La chose publique est une chose où il y a un coût d'entrée aussi. C'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des modes de pratique, de réflexion. Ce sont des compétences différentes aussi qui sont requises. Et donc, il faut très vite être au travail parce que la situation de la France le nécessite. Avec peut-être juste un petit mot, évidemment, je trouve que sur l'allocution du président, pour une fois, une allocution qui était quand même concise, c'est à souligner. Donc, ça veut dire aussi peut-être quelque chose dans une prise de parole. Également, j'ai trouvé que c'était quand même cohérent et avec une prise de parole qui était assez réaliste. Pourquoi on n'en a pas parlé, mais il commence très vite, mis à part le couplet sur la légitimité présidentielle, sur les 26 millions d'abstentionnistes. Donc, et ça, c'est quand même un sujet. C'est une évidence. Mais c'est une évidence, mais plus personne n'en parle aujourd'hui. Et le vrai sujet que l'on a aussi, et qui s'adresse à toutes les forces politiques, c'est ce qui devrait nous rassembler en priorité. C'est comment fait-on pour que ça n'arrive pas à nouveau. Parce que arriver à nouveau, c'est significatif d'une démocratie qui est vraiment en état de maladie forte. Vous dites que les députés doivent être conscients de la responsabilité qui leur a été confiée par les électeurs. C'est vrai, mais il y a beaucoup aussi de députés qui ont été élus justement sur cette opposition à Emmanuel Macron, qui disent on a été élus parce que clairement, on s'est opposé, on a été réélu d'ailleurs, parce qu'on s'est opposé. Donc ils auront peut-être, alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pessimiste, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont avoir la tentation de s'opposer par principe. Je suis d'accord. Oui, et l'un n'est pas exclusif de l'autre. Respecter effectivement le contrat passé avec les électeurs. Je sais que vous avez une petite chronique à lancer, mais je veux juste, pour clore notre discussion, en tout cas ce chapitre-là, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. Quand on diagnostique et on fait le bilan des intentions des électeurs. Je crois qu'il n'y a pas de sens politique de dire « Ah, le présidentialisme, c'est vraiment fini, on veut retourner vers plus de parlementarisme ». Je ne crois pas, Thomas. Je crois qu'il y a une société qui est fracturée, qui a décidé de voter et de mettre dans cette chambre 90 députés du Rassemblement national, qui a décidé de voter en fonction de ses affinités, quand on votait, puisqu'il y en a 1 sur 2 qui n'a pas voté, et surtout contre Emmanuel Macron. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental pour comprendre ce qui s'est passé et non pas, alors on adorerait que tout le monde ait un sens politique très aiguisé, remettre plus de débats et de compromis dans la décision politique, je ne crois pas. Moi, je crois à l'intelligence collective, mais ça, c'est un autre débat. On est d'accord, moi, je crois à l'intelligence collective. Mais c'est un autre débat qu'on pourra avoir sur ce plateau, parce qu'il est passionnant, mais une prochaine fois, parce que je voudrais qu'on propose à Alexandre Poussard de nous rejoindre. Bonsoir. Donc, après ce discours présidentiel hier soir, comment ont réagi les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale ? Eh bien, on va commencer par le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, le groupe du Rassemblement national, avec Marine Le Pen, qui est désormais présidente de ce groupe. Et hier soir, elle a publié un communiqué qui est très clair sur l'allocution du président de la République. Elle le dit, les 89 députés du RN n'entreront jamais dans une coalition macroniste pour mettre en œuvre des orientations qu'ils entendent combattre. Ils réaffirment toutefois leur intention d'examiner les textes à la lumière de l'intérêt des Français et de la France. À gauche, maintenant, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus député, mais dont la parole compte forcément au sein de la France Insoumise et de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, il souhaite d'abord que la chef du gouvernement, la première ministre Elisabeth Borne, elle obtienne le vote de confiance de la nouvelle Assemblée nationale élue avant de pouvoir discuter les premiers textes. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
Inutile de contourner la réalité. Madame la Première ministre, comme dans toutes les démocraties du monde, doit se présenter devant l'Assemblée nationale et solliciter sa confiance. Si elle n'a pas cette confiance, elle doit s'en aller. Et si elle a cette confiance, elle présentera des textes. Et alors, sur la base des textes, chacun fera, comme il l'a fait dans le passé, les propositions qu'il estime nécessaires et qui sont conformes à l'intérêt général. Voilà pour la méthode qui est souhaitée par Jean-Luc Mélenchon. Alors au sein de cette NUPES, il y a également les socialistes qu'on pourrait penser peut-être plus enclins à travailler avec Emmanuel Macron sur certaines réformes. On va regarder la réaction du nouveau président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud. Lui, il choisit de renvoyer la balle dans le camp d'Emmanuel Macron. Nous lui posons la question, à quel compromis est-il prêt, lui? Nous avons des propositions à faire sur le pouvoir d'achat, qui est la première des urgences. Est-il prêt à les considérer? Et sinon, le travail se fera au Parlement plutôt qu'au gouvernement. Hier, le président a évoqué la possibilité d'un groupe de coalition main tendue au groupe LR qui possède 61 députés, qui pourrait apporter évidemment cette majorité à Emmanuel Macron. Alors comment eux ont-ils réagi? Eh bien, pas très bien, Thomas. Les députés, les Républicains sont fermement opposés à une coalition de gouvernement avec Emmanuel Macron. C'est hors de question. Et ils ne croient pas non plus à cette idée de dépassement politique qui a été défendue une nouvelle fois hier soir par Emmanuel Macron. On va écouter Aurélien Pradier, réélu député du Lot et secrétaire général du Parti Les Républicains. Le dépassement politique. Et je le dis à nos auditeurs qui peut-être doivent se dire c'est quand même bien le dépassement politique, ça évite les chamailleries politiques. Mais quand vous évitez le débat politique sur le fond, quand vous tentez d'effacer les convictions, vous en venez à n'avoir au final que les extrêmes qui incarnent quelque chose. Et cela, c'est la responsabilité politique majeure d'Emmanuel Macron. Les Républicains qui veulent donc se positionner en fonction de chaque projet de loi. Finalement, l'opposition, elle ne laisse qu'une seule solution pour Emmanuel Macron, c'est aller chercher une majorité texte par texte. Merci Alexandre, restez là parce que depuis tout à l'heure je me dis quand même c'est vrai. Non, franchement, on se concertera. On aurait pu se téléphoner ce matin. Bon bref, voilà. À tout à l'heure. Mais vous n'aurez pas le temps de changer de costume, donc je vous accepte en gris et bleu. Allez, on devient sérieux. Sarah Belouezane, sur les 61 députés LR qui ont sauvé leur siège. C'est déjà ça peut-être le point de départ. Ils ont sauvé leur siège. Il y a même des conquêtes. Hein. Oui, alors, il y a des conquêtes, je sais bien. Mais ils vivent un peu quand même comme des survivants d'après ce que j'ai compris. Ouais. Combien sont Macron compatibles? C'est la grande phrase de la semaine. C'est très compliqué à dire parce que ceux qui sont revenus finalement sont des gens qui avaient pour la plupart un député, un candidat macroniste face à eux. Hein, donc ils le disent eux-mêmes, c'est leur expression, ils se sont arrachés des flammes de l'enfer. ils ont sillonné leur circo, ils les ont labourés et ils sont revenus. Donc même ceux qui éventuellement auraient pu être peut-être Macron compatible à certains égards, et il y en a quelques-uns, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns. Là, ils n'ont pas non plus envie de se lancer dans une coalition. Vous voyez, ils sont plutôt en mode on va voter texte par texte et on verra la suite. Parce qu'en plus, ils se disent Macron, il n'est pas réélu, enfin, c'est fini dans 5 ans. Donc, on retrouve le canard boiteux dont je parlais tout à l'heure. Voilà, il est fini dans 5 ans, donc à quoi ça sert de le soutenir maintenant? Oui. En revanche, il y en a un qui pourrait soutenir, et que vous soutenez, si je ne me trompe, Alexia Germont, c'est Édouard Philippe. Est-ce qu'il est à la manœuvre en ce moment pour essayer de raccrocher peut-être des divers droites ou des LR au camp de la majorité? Vous doutez que je ne peux pas parler au nom d'Édouard Philippe. En revanche, qu'on peut regarder avec intérêt, c'est que la première des choses quand vous cherchez à élargir votre majorité, c'est que déjà, il faut consolider la sienne. Donc, c'est très important aussi. On voit bien que la démarche de François Bayrou, d'Édouard Philippe, d'essayer de tirer vers l'ouverture. J'entendais sur votre antenne la porte-parole d'Horizon, Agnès Firmin-Lebaudot, qui était questionnée sur ces sujets de « Êtes-vous une cheville ouvrière ?» Il y a en tout cas un passage pour ceux qui ont des valeurs de droite, parce qu'Édouard Philippe assume, comme vous le savez évidemment, c'est la première chose qu'il avait dite quand il est arrivé sur le perron de l'Élysée, c'est un homme de droite, avec des valeurs de droite. Et donc, il y a forcément des passerelles qui peuvent se faire avec une ouverture pour, dans le camp des Républicains, essayer d'aller trouver, alors je vous rejoins, dans l'idéal, une coalition. Mais aujourd'hui, en tout cas au début du chemin, c'est bien difficile. Donc, ce qui semble préhensible, en tout cas, c'est peut-être majorité texte par texte. Mais vous savez, c'est comme une négociation contractuelle. C'est là où quelque part, il faut prendre du recul. Ouais. Quand chacun vient en disant
voilà mon programme, le président sait ce qu'il y a, il a qu'à prendre mon programme et on sera d'accord. C'est pas ça une négociation. Oui, mais c'est un peu ce qu'Emmanuel Macron avait fait hier soir dans son discours, en rappelant que il dit clarté et responsabilité, dans la partie clarté, il déroule son programme. Oui, mais ce qui compte au bout d'un moment, et c'est comme ça que ça décante. Il ne parle pas des retraites. Il ne parle pas, exactement. Et c'est comme ça que ça décante, c'est que vous allez trouver le fil rouge, la colonne vertébrale sur laquelle vous pouvez trouver un point d'accord. Et après, chaque parti doit faire des pas l'un vers l'autre. C'est ça, une négociation d'Édouard Philippe de former une coalition, parce que c'était sa proposition, a été retoquée par le président, et puis aussi retoquée... Non, ce qu'il a retoqué, c'est l'Union nationale. L'Union nationale, qui n'est pas... Il y avait aussi l'idée d'envoyer justement Édouard Philippe et François Bayrou essayer de voir quelles alliances pouvaient être signées, puis quelle union on pouvait former. Finalement, Emmanuel Macron l'a aussi laissé de côté. Non, mais vous avez il n'a pas vraiment envie de lui donner non plus de responsabilités. Je dis pas ça, mais vous avez plus généralement le ministre en charge des relations avec le Parlement. Alors là, pour le coup, Olivier Véran, il a du travail. Et Elisabeth Borne aussi, son téléphone chauffe un petit peu, je crois. Alors, il y a un extrait de la déclaration du président de la République hier soir que je voudrais qu'on réécoute. Parce que, alors, moi, je ne suis pas très doué en maths, mais j'avais fait mes calculs. J'avais le chiffre 44 en tête, 245 députés de la majorité, plus 44, ça faisait 289. Hier, le président a dit autre chose. Aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule. Il a manqué une trentaine de députés sur 577 et la majorité présidentielle est en effet relative. Ça veut dire quoi, Jean-Louis Missika? Je ne peux pas croire qu'ils se soient trompés. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà convaincu... Déjà, il y a ce qu'on appelle les ensembles dissidents. Alors, je ne sais pas combien ils sont, vous devez le savoir, 3 ou 4. Qui se sont présentés contre des candidats comme par exemple Manuel Valls pour les Français de l'étranger et qui ont gagné. Donc ceux-là vont rentrer au bercail. Il ne vous a pas échappé qu'un groupe ultramarin a été constitué et qui s'est déclaré non-NUPS. Alors que certains de ces candidats avaient été des candidats soutenus par la nouvelle Union populaire. Et ce groupe, alors on ne sait pas exactement quelle taille il aura, mais enfin c'est entre 18 et 24. Donc vous voyez bien qu'il y a des centristes. Il y a des divers gauches, il y a des divers droites. Il y a des divers droites. Et donc je ne sais pas où en sont les discussions avec tous ces gens-là. Mais vous savez, moi j'ai travaillé avec Michel Rocard à l'époque où il était Premier ministre. Et je me souviens très bien du regretté Guy Carcassonne qui était son membre de cabinet en charge des relations avec le Parlement. Et ces majorités à géométrie variable, il fallait les constituer à chaque fois. Mais il y a un certain nombre de députés qui, vraisemblablement, ont déjà acté le fait qu'ils soutiendraient d'une façon ou d'une autre le pouvoir. Et je voudrais juste insister sur un point par rapport à cette solution de voter les lois au cas par cas. C'est le risque de l'immobilisme sur les sujets difficiles. Parce qu'en réalité, on voit bien qu'il sera sans doute facile, en tout cas possible, de trouver une majorité au Parlement sur le pouvoir d'achat. Mais sur des sujets comme les retraites, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Et donc, le principal risque pour moi de cette situation, c'est le fait qu'aucune des réformes structurelles promises dans le programme d'Emmanuel Macron ne soit effectivement mise en œuvre. Et qu'en réalité, on aille de loi facile en loi facile. Mais pourtant, sur les retraites, on pourrait imaginer les députés LR voter au moins cette loi. Oui, après, les députés LR, ils sont aussi divisés là-dessus. Vous savez bien, il y a une frange de députés un peu plus sociaux, comme on dit, qui disent 65 ans, c'est dur. Alors même que c'était dans le programme de Valérie Pécresse. Oui. Donc, et puis même sur le pouvoir d'achat, on ne sait même pas s'ils vont pouvoir voter conforme. On ne sait même pas si c'est une loi qui va être facile à faire passer. Non. Vous avez raison. C'est pas évident. Ce sera le premier test. Oui, voilà, ce sera le premier test. Et encore, c'est vrai, vous avez raison. C'est plus facile que des réformes beaucoup plus clivantes. Mais en tout cas, c'est impossible de prévoir comment ils vont faire, parce qu'en plus, ils ont d'autres intérêts. Vous savez, ils ont leurs intérêts personnels. Chaque député dans sa circo, en fonction de sa situation. Est-ce que c'est une circo rurale? Est-ce que c'est une circo urbaine? Est-ce que c'est plutôt une sociologie populaire ou plutôt plus riche? Ensuite, il y a les problématiques 2027 avec les éventuels candidats qui auront envie que les groupes parlementaires ne soient pas forcément se désolidarisent d'Emmanuel Macron en vue, en 2027, de ne pas assumer un bilan, etc.
C'est ça. On dit que les institutions de la Ve République sont très souples et que l'on peut basculer du présidentialisme au parlementarisme de façon quand même assez simple. Et c'est une des grandes forces de la Constitution de la Ve République. Sauf que ça n'est pas vraiment une constitution parlementaire. Et la grande différence, justement, c'est cette élection présidentielle. Et donc les stratégies des candidats pour l'élection présidentielle qui peuvent contrecarrer les alliances ou les compromis ou les coalitions. Et ça peut qui même structure les discussions, en fait. Oui. Alors, allez-y. Est-ce que les électeurs le supporteront ? Parce que je pense qu'on est vraiment passé, s'il y a quelque chose que l'on doit maintenant intégrer, et ça n'a que trop tardé, c'est qu'on est rentré dans une autre relation à la politique. Si on part du principe, ce que vous disiez Laetitia, et j'y souscris assez, que c'est un vote qui montre les fractures de la société, et quelque part une remontée finalement de ce qu'on a connu pendant la période des Gilets jaunes. C'est ça, à droite comme à gauche. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut vraiment être en accord avec l'attente des électeurs. Et les électeurs ne supporteront plus que même les députés qu'ils ont élus viennent à faire passer leurs problématiques, j'allais dire géostratégiques, mais eurostratégiques ou parlementaro-stratégiques face à l'intérêt général. Le pays n'est pas en crise nécessitant une union nationale, c'est très clair. L'union nationale, c'est une autre thématique. Mais en revanche, on est explosé finalement de multifractures et il faut prendre ça en compte aujourd'hui. Je voudrais qu'on regarde un sondage Odoxa pour Le Figaro, sondage publié, sorti en cette fin d'après-midi. 64% des Français estiment que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Premier chiffre. Et puis un deuxième, 57% des personnes interrogées disent qu'Emmanuel Macron, alors le terme exact c'est n'a pas ou plus d'autres solutions que de changer de Premier ministre. Jean-Louis Missica, vous seriez conseiller d'Emmanuel Macron. Vous lui diriez de garder Elisabeth Borne ? Oui. Oui, de la garder ? Oui, clairement. Parce que le changement de Premier ministre ne peut être que le résultat de la fin de la négociation avec les différentes forces politiques. Si jamais une coalition arrivait à se constituer, alors je ne sais pas ni comment ni pourquoi, et peut-être que dans le deal, dans la négociation, un nouveau Premier ministre pourrait émerger. Mais aujourd'hui, changer de Premier ministre, c'est brûler une cartouche dont il risque d'avoir besoin d'ici 2 ou 3 mois. Donc, si vous voulez, mon sentiment, c'est que Elisabeth Borne, alors on dit, elle n'est pas faite. C'est une technocrate et donc elle n'a pas le sens politique nécessaire pour mener cette négociation. Elle peut nous surprendre. On l'a souvent sous-évalué dans sa carrière et elle peut nous surprendre. C'est moins pire qu'Édouard Philippe, excusez-moi. Parce que Édouard Philippe, d'ailleurs lui-même l'a dit, je suis un irritant pour les élus LR. Et donc, si vous prenez un politique, lequel vous allez prendre ? C'est extrêmement compliqué. Oui, je suis pas sûr que François Bayrou... Oui, il s'est proposé, ça c'est sûr, on l'a bien compris. Mais peut-être qu'Elisabeth Borne, justement à cause de cette espèce de neutralité que dégage une technocrate, est mieux à même de mener cette négociation. Mais il faudrait et c'est là où on revient à Jupiter qui n'a pas complètement disparu, il faudrait que Emmanuel Macron lui donne un mandat clair et s'efface, et que ce soit elle qui mène la négociation. Pour le moment, on n'en est pas là. En tout cas, cette semaine, elle n'était pas à la table avec Emmanuel Macron quand il a reçu les chefs de parti. On va maintenant ouvrir un chapitre consacré au Rassemblement national. Comment réagira le Rassemblement national dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Des indices, Laetitia, hier sous l'œil des caméras à l'Assemblée, des images, quelques mots nous indiquent le rôle que Marine Le Pen entend jouer. Oui, on les a vus, ces images d'arrivée massive des 89 députés. Alors, quand on regarde vraiment au premier degré, on les voit tous très bien habillés, les hommes portant cravate et les femmes avec des tenues convenables, parce que consigne leur avait été donnée, effectivement, de porter des tenues correctes. C'est Marine Le Pen qui s'en est chargée. Et donc, au-delà de cette question des apparences, on comprend le message qui est envoyé aux Français. Marine Le Pen sera la principale opposante à Emmanuel Macron, et surtout, ce parti sera enfin normalisé. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit dans son point presse très court mais très clair Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national. L'opposition pour nous n'est pas une fin en soi, mais un moyen de protéger les Français.
de préparer l'accession aux responsabilités et d'épargner à notre pays la liquidation qu'Emmanuel Macron s'empresse d'achever avant le terme de son mandat. Une étape supplémentaire dans notre accession aux responsabilités est désormais accomplie. J'appelle donc tous les Français, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur choix politique passé, à s'engager, à s'impliquer dans la vie politique, à rejoindre le Rassemblement national, à nous rejoindre et à préparer à nos côtés la grande alternance dont notre pays a besoin. Alors, cette arrivée massive des députés du Rassemblement national à l'Assemblée marque vraiment un tournant, il me semble, dans l'histoire de notre pays, de la Ve République, parce que dans la bouche de Jordan Bardella comme de Marine Le Pen, c'est le mot républicain qui revient le plus souvent. Ils veulent absolument être considérés comme un parti républicain et donc être inclus dans ce système qu'ils ont honni pendant des années. C'était quand même le fonds de commerce du Front National puis du Rassemblement National de pointer ce système qui était injuste et qui ne comprenait pas le peuple. Désormais, il faudra compter, nous disent-ils, avec le Rassemblement National, avec l'extrême droite pour gouverner ou en tout cas pour avoir affaire avec les décideurs et les affaires politiques du pays. Oui, Marine Le Pen, qui, je la cite, qui parle d'une opposition républicaine mais intransigeante. La fin du processus, on l'a déjà évoqué ici, fin du processus de dédiabolisation. Totalement. Le RN va prendre parti à la marche politique de la France, comme en Italie, comme dans d'autres pays, en Allemagne aussi, où l'extrême droite est là et fait partie de la coalition de gouvernement. Mais ce qui a retenu mon attention, Thomas, c'est surtout le verbatim qui accompagne la fin de ce processus de dédiabolisation. Marine Le Pen affirme qu'ils voteront dans l'intérêt, on l'a entendu dans la chronique d'Alexandre tout à l'heure, dans l'intérêt des Français et pour la France. Alors, selon la place que l'on prend pour analyser ces déclarations, on se dit soit ce sont des allégations populistes, ou soit il y a quand même dans l'arrivée, encore une fois, ces 90 députés, 89, si on 89, un signal dans le rapport qu'ils ont au peuple. Pourquoi ? Parce qu'un quart de ces députés sont soit ouvriers, soit employés, soit issus de professions intermédiaires. Alors les médias se sont un peu comme ça passionnés pour le cas de Rachel Keke de la NUP, cette femme qui avait été engagée dans le combat syndical dans l'Ibis des Batignolles, me semble-t-il, cette femme de chambre. Eh bien, écoutez, dans les rangs du Rassemblement national, il y a aussi une chef d'équipe de nettoyage, il y a une assistante sociale et des ouvriers. Et c'est bien la représentativité de ce groupe qui marque, me semble-t-il, et qui montre que la politique peut être, vous le disiez tout à l'heure, à l'écoute et représentative, encore une fois, des Français et de cette couche populaire qui a complètement déserté les partis traditionnels. Alors on y reviendra sur la sociologie de l'Assemblée, j'espère qu'on aura le temps. Alexia Germont, il n'y a pas de couloir secret entre le Palais Bourbon et l'Élysée, mais pour Marine Le Pen, ce qu'on voit bien là naître dès les premiers jours, c'est que l'Assemblée, c'est un marchepied, oui. C'est clair. C'est clair, c'est assumé. C'est d'ailleurs ce qui fait pour tous ceux qui combattent les valeurs du Rassemblement national que la vigilance doit être très grande, avec quand même une réelle difficulté pour Marine Le Pen, c'est qu'elle est à la tête de primo-accédants. Et donc, il faut aussi qu'elle arrive à les former pour être efficace très rapidement, qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, je pense que ce sera intéressant de voir de quelle façon cette formation accélérée va se faire, parce que on joue gros. Je note également que pendant des années, vous le disiez, effectivement, ce système, ces institutions ont été très critiquées, mises au banc par le RN, parce que ce système ne leur permettait pas d'accéder au pouvoir. On voit bien que même sans proportionnel, et je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais même sans proportionnel, ils ont été capables de faire ce score, qui est un score hors norme, et qui était totalement inattendu et non préduit par les instituts de Marine Le Pen qui demande pour son parti, premier parti d'opposition, la présidence de la commission des finances. Gérard Larcher, qui était interrogé dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France hier, dit ceci: il y a un règlement à l'Assemblée nationale qui dit que le président de la commission des finances doit être issu de l'opposition. Je constate que la RN est le premier groupe d'opposition, donc elle devrait lui revenir. On peut peut-être, Jean-Louis, rappeler comment ça se passe. C'est un vote.
Oui. C'est un vote. Alors, a priori, les députés du premier groupe n'y prennent pas part, mais bon, on verra bien. Ils peuvent s'en mêler, c'est ça. Ils peuvent s'en mêler. Et puis surtout, on a peut-être un peu de mal à imaginer les députés de la NUP ou même de LR, on ne sait pas, mais bon, le député de la NUP voter pour Marine Le Pen ou pour un candidat ou une candidate poussé par le RN. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est difficile de répondre à cette question, vraiment. Parce qu'on ne sait pas si les élus ensemble vont décider de participer au vote, ce qui serait une entorse à la tradition ou pas. Mais pas au règlement, c'est ça ? Ah non, ils ont parfaitement le droit de voter. Ils peuvent parfaitement le droit de voter. Oui, ce n'est qu'une tradition. Ce n'est qu'une tradition. Ce n'est qu'une tradition que le groupe majoritaire ne participe pas au vote. Oui. Mais vous voyez en bien revanche, que... ce qui est inscrit dans le règlement de l'Assemblée, c'est qu'effectivement, le siège revient à un élu de l'opposition. Sans préciser quelle opposition. C'est-à-dire que si jamais LR et Ensemble se mettent d'accord pour que ce soit un élu LR... ce sera un élu LR. Quant à la NUPS ou NUPES, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Moi, je dis NUP. L'Académie française a dit NUP, donc je dis NUP. Voilà. Très bien, va pour NUP. Chacun fait comme il veut. Oui. Et la question est de savoir comment ils vont s'entendre entre les trois groupes, puisque vous avez vu que, je crois que c'est le PS qui a proposé une présidence tournante pour les quatre forces concernées. Pour l'intergroupe. Oui. C'est pas le groupe, c'est un intergroupe. Non, mais je n'ai pas dit de groupe, je n'ai pas parlé de groupe. Je dis simplement le PS a proposé qu'il y ait une présidence tournante entre les quatre groupes composant la NUP. Et bien évidemment, les élus d'ensemble vont se retrouver en position d'arbitre. Mais sinon, logiquement, soit on regarde quel est l'alliance la plus importante, et la NUP est devant le RN, soit on regarde le groupe le plus important, et le RN est devant la France Insoumise. Et devant la NUP. Le RN est devant la France Insoumise. On s'y perd un peu, mais vous savez, ils ont tous changé de nom récemment, donc on s'y perd un peu. Bref, redevenons un peu sérieux. Vous évoquiez, Laetitia, la sociologie de la nouvelle Assemblée. Quelques chiffres. L'âge moyen, c'est 48 ans et demi. Il y a seulement 37,3% de femmes. C'est moins que dans la précédente Assemblée. Ça a malheureusement reculé. Effectivement, si on regarde le profil, on va dire, socio-professionnel des nouveaux députés, cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est encore très majoritaire, 58%, retraités 11%, sans activité 8%, professions intermédiaires 8%, les artisans, commerçants, chefs d'entreprise 6%, employés 4%, agriculteurs presque 2% et ouvriers 1%. Donc on est encore, encore ultra minoritaire. Il y a 302 nouveaux députés, Alexia Germont, vous l'avez un peu évoqué, ils vont devoir apprendre le métier. Mais c'est quand même une bonne nouvelle aussi. C'est une sorte de nouveau souffle. Oui, non, mais sur le fond, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour qu'il y ait une représentativité qui ressemble plus à l'aspiration, tout simplement, du corps électoral, pour essayer justement de rassembler ces fractures, de reconsolider les choses. La seule chose, c'est que ça intervient à un moment tout particulier de l'histoire parlementaire de notre pays. Et que donc, pour ces nouveaux accédants, pour ces nouveaux députés, je pense que la tâche n'est pas facile, parce qu'on est à un moment où vous avez des corps, donc des groupes qui se constituent et qui vont devoir très vite reprendre le train en marche. C'est ça qui est difficile. C'est que vous n'êtes pas dans une logique qui est cadrée, où c'est une alternance facile, où il n'y a pas de risque derrière. Parce qu'il y a quand même, faut-il le rappeler, on est quand même dans un contexte économique qui était très inattendu il y a 6 mois, dans un contexte d'inflation. Vous allez avoir une remontée des taux, vous allez avoir également la partie géopolitique où, évidemment, depuis 3-4 mois, c'est le quotidien, mais c'est loin d'être fini. Donc tout ça se fait sur un fond où il y aura des discussions et des décisions à prendre qui sont particulièrement structurantes pour notre pays. Et il ne faut pas oublier le taux d'abstention. Oui, c'est-à-dire qu'on a 7% des électeurs qui se sont rendus aux urnes, 70% d'abstention chez les jeunes. 70%. C'est une véritable crise démocratique que nous vivons. Et
Nous faisons partie du cercle des initiés, et donc nous sommes dans une situation où nous discutons dans le détail de ce qui va se passer au Parlement, etc. Mais enfin, il ne faut pas oublier cette masse de gens qui se désintéressent complètement de la politique et qui ne se préoccupent pas du fonctionnement démocratique des institutions. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour les partis politiques, et oui, et c'est ce que j'allais dire. Je dois vous interrompre, mais ça devrait être un enjeu collectif et qui puisse réunir évidemment tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à tous. Jean-Louis Missika, je rappelle le titre de votre livre, Le business de la haine, Internet, la démocratie et les réseaux sociaux, coécrit avec Henri Verdier et publié aux éditions Kalman Levy.